quels sont les secrets de fabrication traditionnelle du charbon de bois par la meule? Quelles sont les grandes étapes? Quels sont les outils? Il faut parler du combustible lui-même qui est connu depuis l'âge de fer. Euh, le charbon de bois a un pouvoir calorique bien plus important que le bois et il est cinq fois moins lourd, donc beaucoup plus intéressant. Facilement transportable, il sert à faire le feu de cuisine, à cuisiner chez soi, il sert de filtre, il sert dans des tas de choses. Et puis il a commencé à avoir une importance capitale à partir du moment où on a commencé à faire des hauts fourneaux au milieu du 17e. C'était vraiment le principal combustible qu'on utilisait. Le problème, c'est que pour faire le charbon de bois, il faut couper du bois, il faut couper des forêts, il faut attendre qu'il ait généralement 25 ans pour que ça soit un bon diamètre. À l'époque, effectivement, il y avait 19% du territoire national qui était recouvert de forêts. Euh, mais on a commencé à couper systématiquement et puis euh, plus ça allait, moins on attendait que ça repousse à 25 ans. Donc euh, on s'est retrouvé à 20 ans, à 18 ans de coupe de bois. Puis après, c'était vraiment trop petit donc il fallait attendre. La meule. La meule, on commence par élever des pieux, trois ou quatre pieux, pour faire une espèce de cheminée centrale. Et ensuite, on tasse le bois, du bois qui est coupé à environ 1 mètre. On le tasse au fur et à mesure, en dégradé comme ça, pour que ça penche. Et puis, on remet une couche par-dessus. Et puis, on remet éventuellement une troisième couche par-dessus. Et puis, on recouvre le tout de terre et d'herbe, au moins 20 centimètres de terre, pour ne pas laisser rentrer l'air nulle part. Sauf par la cheminée qui est en dessous, qui est reliée par un étroit conduit qu'on peut contrôler. Et éventuellement tout autour. Ensuite, il faut faire des évents au fur et à mesure. Alors, le problème pour les charbonniers, c'est qu'il faut surveiller cela pendant la totalité de la combustion, c'est-à-dire généralement pour un gros tas théorique d'une grande meule, c'est au moins 3 semaines. Donc, jour et nuit, il faut surveiller pour pas qu'il y ait d'inflammation, qu'il y ait un écroulement quelque part et puis que ça mette le feu à tout le reste. Ce qui conduirait à l'anéantissement du système. Si tout brûle, c'est fichu. Donc, c'est un travail considérable qui demande un grand savoir-faire et beaucoup d'attention. Donc, les gens étaient obligés d'habiter sur place, en pleine forêt, avec toute la famille, les gamins y compris. Alors, s'il y avait plusieurs meules, bon, ça pouvait être la femme qui surveillait la meule. S'il y en avait qu'une, bon, ça posait un petit peu moins de problèmes. Mais généralement, c'était un travail très attentionné, quoi. Et donc, il fallait, alors, selon la fumée, si la fumée était bleue, si la fumée était blanche, il fallait opérer différemment, il fallait calfeutrer les embouts, il fallait remettre des évents au-dessus, etc., pour que tout se consume régulièrement, pour que le bois carbonise et ne brûle pas. Il fallait pas qu'il y ait trop d'oxygène, justement, pour pas que ça mette le feu au bois. C'était ça les secrets. Les secrets, c'était un Oui, savoir-faire. c'était ça. Donc, les secrets étaient transmis dans des réunions qu'on appelait ventes pour initier les jeunes, disons. Mais généralement, les enfants qui assistaient à tout ça, à partir de 12 ans, ils commençaient à savoir conduire une meule. Et ils étaient initiés donc par leurs parents. Alors, on peut penser que ces rituels-là, parce que donc les bons cousins avaient besoin de beaucoup de solidarité entre eux parce qu'ils vivaient complètement isolés. Donc ça, on le sait. Ils allaient peut-être une fois au village par semaine pour se ravitailler de différentes choses, ou alors ils échangeaient des choses qui pêchaient ou qui chassaient illégalement pour les échanger contre des céréales aux paysans voisins. En tout cas, ils étaient complètement isolés, donc ils s'appelaient tous entre eux. Ils étaient généralement plusieurs familles qui vivaient sur une coupe de bois pendant un temps donné, qui pouvait aller de 2 mois à des fois 2 ou 3 ans si c'était un grand domaine et si les bûcherons qui travaillaient l'hiver pour couper le bois et ensuite des transporteurs qui amenaient à dos d'âne, de mulets ou de chevaux les bûches.
pouvaient ravitailler les meules. Alors, l'intérêt, c'était d'avoir effectivement des meules qui restent en place parce que bah, il y avait tout un environnement, il y avait un terrain qui s'y prêtait, il y avait les cendres qui permettaient de remettre, remettre ça sur les meules au-dessus pour l'isoler de l'air. Donc, ça permettait, en restant sur place pendant un certain temps, C'est ça. d'être plus efficace. Il n'y avait pas vraiment d'outils particuliers, il y avait surtout des fourches après pour trier, pour retirer le charbon de bois quand il était encore chaud, avant de le mettre en sac, mais il n'y avait pas vraiment d'outils très particuliers, quoi. Non, ce qui importait, alors, on sait que certainement c'était des gens qui étaient relativement cachés, qui avaient plein de combines. Bon, ils avaient forcément des haches, et ça leur permettait de communiquer entre eux en tapant sur du bois sec ou sur un arbre sec, ils avaient tout un système de communication qu'on pourrait associer un petit peu aux morses pour communiquer. Et s'il y avait un danger quelconque ou s'il y avait des gendarmes trop regardants, etc., bon, il suffisait de taper un petit peu d'une certaine façon, tac, 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 pour que tout le monde se méfie et que ceux qui avaient à se cacher puissent se cacher. Alors on peut penser que leur rite est venu certainement parce qu'ils accueillaient plein de gens qui passaient en forêt. Bon, certainement beaucoup de compagnons du Tour de France qui faisaient leur Tour de France à l'époque à pied. Et ils ont dû accueillir beaucoup de ces travailleurs Les itinérants, compagnons. des compagnons, et qui les ont un peu initiés à leur rite. Et on peut penser que les rites des bons cousins charbonniers proviennent des compagnons du Tour de France. Il y a des tas de rites, il y a des tas de rites, et il y a Jacques Brink, on a récupéré tout plein, et le montre dans son livre qui s'appelle La franc-maçonnerie du bois. Il cite tout plein de... Mais c'est un petit peu compliqué. Gens si vous voulez, il y avait plusieurs catégories de gens qui fréquentaient les ventes. Donc la vente, ça correspond à une réunion qui se faisait généralement au moins une fois par an pour euh, planifier un petit peu ce qu'il y avait à faire, pour payer les gens, notamment les charbonniers, parce que les charbonniers étaient payés au sac de 50 kilos qu'ils produisaient. Et donc, ils se retrouvaient non seulement entre charbonniers, mais avec aussi généralement les bûcherons, les transporteurs, ceux qui faisaient le transport, et puis le maître de forge ou les gens qui travaillaient avec le maître de forge. Donc, ces réunions se passaient autour de ventes et on discutait un petit peu de comment on allait concevoir la saison prochaine ou s'il fallait déménager ou combien de temps il fallait rester encore là. Donc, c'est ce qu'on appelait les ventes et ce qu'on retrouve encore actuellement aujourd'hui, ça s'appelle toujours les ventes. Bah, il y a eu la Révolution. Après, il y a eu le Premier Empire où on a eu besoin, encore beaucoup plus besoin de fer, d'acier pour faire les canons, etc. Et puis, par exemple, bah, il y a des gens qui étaient à la fois francs-maçons du groupe Memphis Misraïm et puis qui étaient bons cousins charbonniers, euh, notamment En Italie. un Français qui a été se retrouver en Calabre, qui a été donné un coup de main à Joachim Murat et qui a fondé le carbonarisme. Et puis tout de suite, c'est un mouvement qui a pris beaucoup parce que c'est en Italie, il y a eu plus de 60 000 adhérents qui ont commencé à vouloir réunifier l'Italie. C'était un mouvement anticlérical et républicain. Et puis, ça a tellement bien pris qu'ils ont pu renverser le roi Emmanuel Ier, Victor Emmanuel Ier. Mais il y a eu une réaction de la part de la Sainte-Alliance, Russie, Autriche et Prusse, qui ont complètement cassé le mouvement, et les carbonari italiens se sont réfugiés alors en France pour les gens les plus actifs. En France aussi, on a eu un espèce de carbonarisme où les républicains, les bonapartistes, les anarchistes se sont retrouvés pour faire une espèce d'organisation clandestine qui se sont constituée à partir de 1818, donc pendant la Restauration. Et le marquis de Lafayette est devenu le père maître de cette organisation.
une organisation qui regroupait 20 membres, secrètement, secret absolu, retransmission seulement verbale, réunion de nuit, encadrement militaire, hiérarchisation complète, cotisation obligatoire, avec un armement personnel. Chacun devait avoir un fusil et 50 cartouches et prêt à l'utiliser. Napoléon III, donc après son coup d'État, se méfiait beaucoup de ses bons cousins charbonniers et puis a commencé à les interdire un petit peu partout. Les coins les plus actifs, c'était surtout dans le Doubs, dans le Jura, dans Franche-Comté. Et il a interdit carrément, les préfets ont émis des interdits, et il y a plein de gens qui ont été arrêtés. Et il y a eu des grands procès qui ont mené à des arrestations massives de 417 condamnés et des déportations en Algérie. Renouveau des rites forestiers. Qu'est-ce qu'on peut Oui, en alors, dire? Est-ce que c'est arrivé par hasard? Est-ce que c'est arrivé en relation avec l'écologie? Pour quelle raison? dans les années 80, un certain Gwen Le Souezek, qui a été militaire, médecin, qui a fait beaucoup de métiers, mais qui devient éditeur, devient aussi grand-duc du Corsed, en Bretagne. Il se retrouve avec un autre franc-maçon, Régis Blanchet, dit aussi Pierre Danlot, et ils fondent la première vente, les forestiers d'Avalon, à Brasparts, avec 5 autres membres. Ils auraient voulu donc ils voulaient faire une fédération et puis rejoindre le Géo qui a dit non, c'est pas Le vraiment Géo, c'est le Grand Orient de France, le c'est Orient ça? de France, qui ne voulait pas mélanger les genres, disons. Donc bon, ils ont dit bon, tant pis, on va continuer tout seul. Et puis après, il y a eu des délitements, l'un trouvant que l'autre était un peu trop druide, enfin, etc. Donc ils se sont séparés. Et puis c'est resté un petit peu comme ça en l'état. Et puis plus récemment, dans les années de 2000, d'autres groupes issus de ceux-là, quand même, se sont retrouvés en forêt autour d'un feu, etc., pour réfléchir un petit peu sur le rôle de l'arbre, de l'écologie, de tout ça dans la société. Et actuellement, il y a une quinzaine de groupes qui se retrouvent autour de feux en forêt, et qui se retrouvent surtout au moment des solstices ou des fêtes, ou 3 ou 4 fois par an. Et en fait, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont intéressés. Alors, il y a beaucoup de francs-maçons, mais pas seulement. Et comme les cotisations sont très faibles par rapport à ce qu'on peut payer chez les francs-maçons, parce qu'il y a pas il y a pas de capitation, il n'y a pas de locaux, de temples à entretenir, il n'y a pas non plus d'instances dirigeantes nationales à s'occuper, bah, il y a un peu plus de jeunes qui viennent et qui se retrouvent donc un temps, au moins une journée, autour d'un feu pour discuter. Chacun amène sa planche, ça s'appelle une bûche là-bas, autour d'un feu, et puis réfléchit sur l'écologie, sur l'importance de l'arbre, sur l'humanité, etc. Alors, merci pour toutes vos réponses. Bravo pour cet ouvrage qui nous donne envie d'en savoir plus sur les bons cousins charbonniers. Merci aussi à Alain Le Sueur qui nous a prêté son ordinateur pour que nous puissions travailler. Et à bientôt sur 450 FM ou sur iram.be. Bonne soirée à vous deux.